Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de la possibilité de combiner R et Python dans un projet. Voilà. En l'occurrence, ici, c'est qu'on va créer un notebook R, Markdown. Voilà. Et à l'intérieur de ce notebook R, on fait appel à des instructions Python via le package Reticulate, qui est là. Donc, j'ai mis la page qui est là. Voilà. Il est assez intéressant et on va essayer de voir justement les fonctionnalités qu'il propose, ce package-là. Alors, revenons un peu en arrière, prenons un peu de recul hein, pour essayer de voir les choses. Moi, tout le monde me connaît, j'ai pas d'attachement particulier aux outils. Pour moi, il faut tout simplement qu'on identifie l'outil le plus efficace par rapport à ce qu'on veut faire et par rapport aux contraintes qui s'imposent à nous. C'est ça l'idée. Voilà. Très bien. Alors, une fois qu'on a dit ça, bien sûr, il y a aussi un environnement, hein. Il faut que j'écoute ce que disent mes étudiants. Il faut aussi que j'écoute ce que disent les entreprises qui embauchent mes étudiants. Voilà. Très bien. Eh bien, mais une fois qu'on a le choix, bah, c'est à nous, hein. Si on a le choix, c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut faire et dans ce contexte-là, quels sont les outils les plus appropriés. C'est toujours mon idée. Alors, il y a un autre aspect également qui pour moi est très important, c'est que on ne doit pas faire une religion d'un outil. Dans certains cas, il peut être avantageux de combiner des outils. Voilà. Justement, il n'y a pas longtemps, là, je vais montrer que on peut faire appel à du code R dans Nime, qui est un logiciel que je trouve vraiment pas mal du tout. Voilà. Et on peut aussi faire appel à du code Python dans Nime. Voilà. Donc voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. C'est vraiment un aspect qui peut être intéressant. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que je me suis intéressé à Reticulate. Alors c'est un outil qui est pas récent, on est d'accord là-dessus, hein. Ça fait plusieurs années déjà. J'en avais un peu entendu parler. Voilà, mais bon, il y a toujours un moment où il faut qu'on regarde en détail ce que c'est. Voilà. Et c'est pour moi, ce moment-là, c'est en ce moment, c'est aujourd'hui, hein. Alors ça vient pas par hasard en réalité, c'est que je travaille beaucoup sur Hugging Face en ce moment pour voir qu'est-ce que je peux en faire. J'ai fait plusieurs projets sous Python. Et je me suis dit, mais je dois pouvoir le faire sous R, ça. Donc, j'ai trouvé un paquet de Hugging Face R, voilà, que j'ai essayé de faire fonctionner, que j'ai jamais pu faire fonctionner, en fait. Voilà. Mais à cette occasion-là, j'ai vu qu'il utilisait, qu'il s'appuyait, en réalité, sur, enfin, et qu'il était question de Reticulate, de ce package-là. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, il faut que je regarde Reticulate. Alors, si vous voulez avoir plus d'infos, hein, voilà, il y a des documentations sur Internet, voilà, voilà, par exemple, qui est là, qui m'a inspiré, hein. Pareil également, j'ai trouvé des vidéos sur Internet qui sont très bien également. Ça, c'est des vidéos de Air Ladies de Baltimore, voilà, qui est vraiment très. Il y a une série de vidéos sur leur site que je trouve très intéressant, hein. Voilà, bon, il est 2020, on voit bien que c'est pas récent tout ça, hein. Voilà, c'était il y a 4 ans. Il y en a d'autres également qui est ici, hein, voilà. Très bien. Donc, mon idée à moi, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut en faire et pour que mes étudiants puissent s'en inspirer et voir également comment ils peuvent fonctionner là-dessus dans leur projet. Alors souvent, les outils sont imposés dans les projets, hein. Quand on leur donne des projets, on impose des outils enfin, pour qu'ils prennent en main. Mais il y a des projets également où ils ont le choix des outils. Voilà. Et là, du coup, bah, souvent, ça se joue entre R et Python. Et l'idée de pouvoir combiner R et Python me paraît intéressante. Voilà, c'est ça l'idée. Du coup, pour qu'on puisse fonctionner, il faut qu'il y ait une distribution Python sur votre machine. R également et RStudio que je vais utiliser, bien sûr, il faut qu'il y ait R et RStudio, parce que c'est le propos ici. Mais aussi, il faut également qu'il y ait une distribution Python sur votre machine, et moi, j'utilise Anaconda. Donc, mon Anaconda à moi, il est là, voilà, il est à cet endroit-là. Donc vous avez vu le chemin, hein. Il est sur mon disque dur, le C, voilà le disque C, utilisateur. Ensuite Rico, Rico c'est moi, donc vous c'est votre nom. Et ensuite Anaconda 3. Et dans Anaconda 3, on a accès en fait à l'environnement base. Voilà, qui est déjà pas mal, hein. Dans l'environnement base, il y a toute une série de packages déjà disponibles, des packages de data science. Vous avez déjà scikit-learn qui est installé par défaut, vous avez Matplotlib, vous avez Panda, enfin, vous avez une série d'outils hein, qui sont déjà intéressants, qui sont disponibles. Ok, très bien. NumPy, SciPy, enfin SciPy, enfin le truc quoi. Voilà, ainsi de suite. Alors l'autre possibilité intéressante également, c'est qu'on peut faire appel en fait à un environnement. Voilà. Donc là, par exemple, suite à ma série de vidéos sur sur Hugging Face, voilà, créé un environnement Transformers parce que j'utilise le package Transformers. Et donc dans mon projet R là, avec via Reticulate, je peux également faire appel à cet environnement.
et du coup, à cet environnement-là, et du coup, profiter des packages qui ont été installés dans l'environnement. C'est tout à fait possible également. Alors, c'est pas ce que je vais faire ici. Moi, je m'en tiens à l'outil de base, donc je plug sur l'environnement base d'Anaconda, mais sachez qu'il y a les commandes pour le faire, hein. Vous avez, voilà, par exemple ici, vous avez use conda env et vous mettez dans votre environnement et ça marche. J'ai testé, hein. Donc j'ai mis ici un use conda env et j'ai mis env transformers et ça a parfaitement marché. Mais bon, là, je vais vraiment dans l'aspect le plus simple et j'utilise cette commande-là, très simple. Mais bon, on a bien cette solution-là. Ok, allons-y alors. Donc voilà mon notebook qui est prêt, très bien, comme d'habitude. Bien sûr, il faut que vous ayez installé Reticulate. Voilà, donc vous mettez un install.package, Reticulate. Voilà. Très bien. Ensuite, une fois que je charge ici le package, je dis la version de R que je vais utiliser, de Python que je vais utiliser. Et la version de Python, j'avais dit justement, c'est ici, il va le trouver là, le python.exe, il va le trouver là. Voilà, il va le trouver là et ça correspond à l'environnement base. Donc avec déjà pas mal de data science, notamment scikit-learn. Ok, très bien. Donc je veux afficher la version de Python qu'il a chargée pour être sûr. C'est ce que je fais ici, hein. Donc voilà, il charge la librairie. Ensuite, il fait la connexion avec Python. J'affiche la configuration de du Python qu'il a utilisé. Voilà. Effectivement, il me dit, voilà le Python qu'il a utilisé avec les librairies, l'exécutable, le chemin. Voilà, la version de Python. Donc du coup, moi, c'est la 3.12.7 que j'ai installée, hein. Voilà. Et l'architecture, ainsi de suite, avec la version de NumPy. Alors pour vérifier que ça marche, hein, voilà, du coup, bah, je lance ici. Et effectivement, je lui envoie l'instruction 3 puissance 3. Voilà, il m'envoie 27 avec les commandes à la Python, on est d'accord là-dessus. Donc ça y est, je suis prêt. Ok, une fois que c'est bon ça, du coup, je vais pouvoir un traitement. Je vais pouvoir faire, là, je vais pouvoir lancer mon traitement. Alors qu'est-ce que je vais faire? En réalité, je vais faire une combinaison de deux traitements. Donc je vais prendre ce fichier-là, c'est le fichier Hard Disease, hein. Il y en a plein de versions sur Internet. Voilà, j'en ai pris une possible que j'ai un peu simplifiée. Il y a 209 observations, parce qu'il y a la première ligne, c'est la ligne des noms de variables, hein. On a une variable cible qui est là, voilà, qui est qualitative, binaire, donc c'est l'occurrence d'une maladie cardiaque, hein, voilà. Très bien, soit positif, la personne est malade, soit négatif, la personne n'est pas malade. Et ensuite, on a les descripteurs qui sont là, les variables explicatives, qui sont de type quelconque. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer d'abord donc une analyse factorielle des données mixtes, une sorte de généralisation de la CP où les variables sont soit quanti, soit quali. Voilà, c'est une sorte de généralisation aussi de la CM, hein, en réalité, pour pouvoir me projeter dans un espace factoriel. Et là, je vais utiliser FactoMiner, voilà, très bien, qui est un package pour R, très bien. Et une fois que j'ai la description factorielle des individus, je vais prendre que le premier plan factoriel, hein, très bien, je vais lancer une régression logistique. Voilà, prédire la variable cible qui est là sur la base des variables qui correspondent en fait aux variables latentes, axe 1 et composante 1 et composante 2. Très bien. Et là, pour le coup, je vais utiliser scikit-learn. Alors, c'est un pur exercice de style, on est d'accord là-dessus. Mais le message ici qui est important, c'est de dire que un des intérêts d'avoir à disposition R et Python, c'est qu'on peut choisir les meilleurs packages selon leur domaine. C'est ça. Il y a des packages qui sont excellents sous R, mais pas très bons sous Python. Et à l'inverse, il y a des packages qui sont excellents sous Python, mais pas très bons sous R. Et la possibilité de combiner R et Python me permet justement de tirer parti de la possibilité d'utiliser ces deux langages en même temps. Alors encore une fois, c'est un exercice de style, hein, parce que si je vais sous Python, par exemple, il y a un excellent package qui fait l'analyse factorielle, c'est Scientist Tools. Voilà. Et justement, dans Scientist Tools, vous avez bien l'analyse factorielle des données mixtes. Donc voilà, très bien. Donc j'aurais pu ne pas utiliser FactoMiner de R, on est d'accord là-dessus. Donc c'est vraiment un exercice de style, on est d'accord, hein. Parce que je vois déjà les internautes qui vont me dire, mais monsieur, attention, hein, il y a un excellent paquet de Scientist Tools, voilà, qui est là, qui fait, oui, je suis d'accord, effectivement, il y a bien ce type d'outil-là, je suis d'accord. Mais moi, je suis plutôt sur un exercice de style, de combiner R et Python, voilà. Et pareil également, il y a des gens qui pourraient me dire, attention, sous R, il y a d'excellents packages qui font du machine learning, voilà, comme Carré par exemple. Donc on n'a pas besoin d'utiliser scikit-learn. Je suis absolument d'accord également. Effectivement, Carré est un excellent package, voilà, très bien. Mais encore une fois, je suis sur un exercice de style. On est bien d'accord là-dessus.
Bien. Donc, ce qui est important, c'est de bien voir les commandes qui sont là. R, ça veut dire que dans Markdown, ce chunk-là, ça correspond à R. Ensuite, si je mets Python, pour le coup, là, ce sera un chunk où j'appelle du code Python. Et il va l'interpréter en passant par reticulate. Hein, c'est ça l'idée. Hein. C'est le canal qu'il va utiliser. Allons-y alors. Traitement sous R. D'abord, j'importe les données. Donc, j'affiche les données. Voilà, la description des données. Très bien. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, là, on a les descripteurs. Très bien. Et disease est la variable cible. Très bien. OK, très bien. Donc là, j'affiche. Il va prendre bien les descripteurs, voilà, de âge jusqu'à exercice engine. Une fois que c'est bon là, je charge la librairie FactoMiner qu'il faut installer du coup, voilà, et je lance la liste factorielle des données mixtes, voilà, dans le plan, voilà, et je veux obtenir le premier plan factoriel, c'est tout. Pas besoin de graphique, je n'ai pas besoin. Voilà. Donc c'est ce que je fais ici, voilà, et j'ai des valeurs propres, et il me dit sur les deux premiers facteurs, on accumule, voilà, 42% hein, de l'information disponible. Ok, très bien. Donc là, ça reste discutable, hein, combien de facteurs il faut prendre, ainsi de suite. Mais bon, ça, je vous laisse. Moi, mon objectif, c'est de montrer la combinaison R et Python. Bon, j'affiche les coordonnées des individus, voilà, et je projette les individus dans le plan factoriel pour avoir un graphique. Voilà le graphique en question. Très bien, excellent. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? Je vais créer un data frame où je prends les coordonnées factorielles, dimension 1 et dimension 2. C'est ce que je fais ici. Donc voilà mon data frame. Et à ce data frame-là, voilà, je vais adjoindre la variable cible disease. Voilà. Très bien. Excellent. Voilà. C'est ce data frame-là que je vais maintenant passer sous Python et sur laquelle je vais lancer la régression logistique de scikit-learn. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, on est sur du code Python. Voilà, c'est très important là. Hein. Là, maintenant, on est sur du code Python. Vous avez bien vu, hein? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Le data frame que j'ai créé sous R là, voilà, je vais les passer dans un panda data frame. Et donc, je vais préfixer le data frame par R pour dire que fact code, en fait, il faut le chercher dans l'environnement R. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, premier point important, on est sur de chunk Python. C'est ce qui se passe ici. C'est le premier point important. Et le deuxième point important, pour accéder à des objets R, voilà, dans l'environnement R, je vais préfixer l'objet par R. Point. Voilà. Et là, maintenant, j'ai un panda data frame. Voilà, c'est bien un panda data frame. Alors, pour voir les équivalences, vous les avez ici. Hein, voilà, donc ça, voilà, c'est un paquet, c'est un article, c'est un tutoriel qu'on voit en ligne, et ils décrivent justement les correspondances. Voilà, vous avez les correspondances entre les objets R et les objets Python. Et justement, là, j'avais un data frame R, voilà, et en le passant dans l'environnement Python, ça y est, c'est un panda data frame. Donc, vous avez les conférences des différents objets qu'on peut manipuler ici. C'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Donc, ça y est, maintenant, je suis dans Python, voilà, et j'ai bien un objet Python. C'est un panda, c'est un data frame panda. Alors, j'affiche les infos pour être sûr de mon affaire, hein. C'est bien ce qui se passe ici. Excellent, très bien. J'affiche les premières lignes pour être sûr de mon affaire. On a bien ces premières lignes-là de notre panda data frame qui correspondent aux premières lignes qu'on avait ici. Heureusement, hein. Sinon, il faudrait s'inquiéter, on est d'accord là-dessus. Bien, qu'est-ce qui se passe alors? Je suis pleinement dans l'environnement Python, là encore une fois, hein, très bien. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais lancer la régression logistique. Voilà les variables explicatives, c'est les deux composantes. Et la variable cible, si vous voulez, c'est la maladie. Voilà, et j'affiche les coefficients. Donc là, j'importe la régression logistique, hein, je mets pas de paramètres. Je mets pas, même pas de random state, hein, voilà, je fais tout plus simple. J'aurais peut-être dû mettre random state, hein, voilà, mais bon. Ok, très bien. Ça y est, j'ai les coefficients. Donc le A1x1 plus A2x2, si vous voulez, ça c'est A1, ça c'est A2. Et j'ai également l'intercept ici. Voilà, le A0. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais concaténer ces deux objets-là, ce vecteur-ci, ce scalaire, c'est un vecteur à un élément, hein, ce scalaire-ci, dans un vecteur NumPy.
Donc, j'importe 9. Je suis toujours dans Python, là. Oui, d'accord là-dessus. Donc, je vais concaténer, voilà, les coefficients A1, A2 avec l'intercept dans un vecteur coefficient. Voilà. On voit bien, hein, 0, 9, 4, voilà, moins 36, voilà, moins 32, très bien. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je reviens dans l'environnement R et je récupère l'objet Python. Donc, je récupère les coefficients qui sont là, qui sont dans l'environnement Python, je le récupère dans l'environnement R, et pour pouvoir le faire, je préfixe l'objet avec pi dollar. Donc, si je suis dans l'environnement Python et que je veux accéder à un objet R, je mets R point. Si je suis dans l'environnement R et que je veux accéder à un objet Python, je mets pi dollar. Pas besoin d'être prix Nobel pour comprendre ça, on est bien d'accord là-dessus, hein. Ça doit pouvoir se comprendre relativement facilement, ça. Oui, d'accord. Donc, c'est ce qui se passe ici. Voilà, donc je récupère les coefficients, voilà, qui sont maintenant dans un vecteur R, hein. On est d'accord là-dessus. Très bien. Et du coup, je vais essayer de tracer la frontière dans l'espace de représentation. Donc, je calcule les coefficients de l'équation explicite, hein, cette fois-ci, hein. Là, c'était les coefficients de l'équation implicite. Voilà, explicite cette fois-ci. Du coup, je trace les points dans l'espace factoriel, je mets la classe d'appartenance et je trace la frontière. Et voilà ici. Très bien. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a des individus mal classés. Il y a des bleus parmi les rouges. On est d'accord là-dessus. Voilà. Des positifs parmi les prédictions négatives. Et il y a des négatifs parmi les prédictions positives. Alors, pour s'en assurer, ben, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Je vais revenir dans l'environnement Python et je vais calculer la matrice de confusion. Et on verra si c'est bien le cas. On verra si c'est bien le cas. Allons-y. Très bien. Et on a bien la matrice de confusion qui est là. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Ah, moi, je trouve ça intéressant. Donc, les 26, là, les 26, c'est les 26 positifs parmi les prédictions négatives. Voilà. Donc, c'est les bleus qui sont là. Et les 18, là, c'est les prédictions, c'est les rouges parmi les bleus, hein. Vous avez la frontière qui est là, voilà, et voilà, les 18 qui sont là, c'est les rouges, les négatifs qui sont parmi les prédictions positives. Voilà. Bon, c'était pas le vrai message ici, hein. Le véritable message ici, c'est de bien montrer que, en réalité, vous avez ici le résultat. Vous avez le notebook qui est généré automatiquement. Ça, c'est pas mal. Là, je vais l'ouvrir avec Opera, par exemple. Voilà. Et donc là, il génère automatiquement le notebook, hein. C'est pour ça que j'utilise souvent des notebooks. Moi, vous avez directement ici les résultats et notamment la possibilité d'avoir, voilà. Bon, j'ai pas knité encore, c'est pour ça qu'il n'y a pas le graphique. Mais on a bien ici notre. Si je knite, on aura le graphique définitif. Voilà. Mais bon, c'était pas le message. Le principal message, c'est de dire que, en fait, via Reticulate, voilà, j'ai la possibilité de combiner dans un même projet du code R et Python et de tirer parti, hein, de ce qui est le plus intéressant chez l'un et chez l'autre. Voilà, pouvoir les combiner au mieux possible. Et ça me paraît vraiment un élément intéressant parce que ce qui fait la différence aussi entre ces deux outils-là, il y a plein de gens qui en parlent et tout ça. Moi, bon, très bien, je laisse dire, mais ce qu'il faut voir en réalité, c'est que la différence entre ces langages-là, c'est l'existence des packages aussi, c'est la disponibilité des packages. Voilà. Et c'est à nous de trouver les meilleurs packages possibles dans les différents environnements, si on doit pouvoir les combiner, si on doit pouvoir les combiner. Mais on n'est pas obligé non plus. C'est ça, hein. C'est ça. C'est cette liberté-là qui me paraît la plus intéressante. Et plus on connaît les outils, plus on a une vision globale sur les outils, et plus on a nous la liberté de choisir les outils les plus intéressants par rapport à notre projet, par rapport à nos contraintes, par rapport à notre environnement. Voilà. Très bien. Excellent travail à tous.